TV Liberté, bonjour, nous filons au cinéma et nous filons au cinéma avec notre ami Frédéric Pic et un nouvel ami, Philippe Noton, qui travaille sur un site internet qui s'appelle l'écran.fr, dont j'ai pu admirer les chroniques, et donc je l'ai invité à venir nous rejoindre pour donner d'autres éclairages au film du moment. Et vous avez vu, Philippe Noton, vous êtes, il faut que je le dise, vous êtes étudiant en histoire. Absolument. Et justement, vous avez deux films à nous proposer, Les filles au Moyen-Âge, et puis histoire contemporaine, Steve Jobs. Mais peut-être commençons par Les filles au Moyen-Âge. Voilà, alors tout d'abord merci beaucoup de m'accueillir ici. C'est nous qui sommes heureux. Alors Les filles au Moyen-Âge, écoutez, c'est un film vraiment très particulier. Donc vous savez, c'est Michael Lonsdale qui raconte une histoire à ses petits-enfants. Ces petits-enfants qui s'ennuient, voilà. Les filles, les garçons restent devant la télévision et donc les filles leur disent « mais venez jouer avec nous, on va créer… » Et donc pour s'occuper, les filles descendent en bas et se plaignent à leur grand-père qui donc décide de leur remplir une case d'éducation et en leur donnant une vision de la place de la femme au Moyen-Âge qui pourrait paraître révolutionnaire aujourd'hui, qui est en fait ancienne et totalement tabou depuis quelques décennies, où l'on découvre, ou l'on redécouvre sinon, que la femme, contrairement à beaucoup d'idées reçues malheureusement, n'est absolument pas opprimée, n'est absolument pas un être inférieur par rapport à l'homme, mais au contraire, elle a sa place dans la société, elle est l'égale de l'homme. Et non seulement le film a le courage de montrer ça, mais il insiste et il persiste et signe en montrant que c'est le christianisme qui a permis à la femme d'avoir cette place qu'elle n'avait pas forcément pendant l'Antiquité. Alors le film, bien sûr, emploie quelques raccourcis, puisque le propos est tenu par des enfants. Michael Lonsdale sert de narrateur derrière. Mais bon, montrer une telle thèse, une telle idée en 1h30, bien sûr… Oui, ça tenait de la gageure. Il faut aller vite, voilà, c'est ça. Et quelles sont ces grandes personnalités féminines qui sont mises en valeur? Alors, l'exemple le plus frappant, bien sûr, et le plus parlant, c'est celui de Jeanne d'Arc, qui peut paraître évident. Celui-là est positif, au moins, parce que si on parle d'aliénants d'Aquitaine, c'est pas vraiment intéressant. C'est sûr que… Alors oui, bien sûr, ce sont des portraits plutôt flatteurs, enfin, de personnages plutôt positifs, entre guillemets. Donc pas d'aliénants d'Aquitaine, non, mais c'est vrai qu'on aurait pu, en effet. Ou d'autres, la reine Margot, ou que sais-je encore. Non, c'est des personnages bénéfiques. Voilà, c'est ça, des personnages au pays. Bénéfiques, absolument. Hildegarde de Bingen? Non. Ah, je ne me souviens plus. J'ai ouï dire, Hildegarde de Bingen, oui. Et puis, quels autres personnages? Alors, Blanche de Castille? Alors, Blanche de Castille est évoquée. Qu'est-ce qu'on a? Ce sont que des personnages illustres. Oui, absolument. Est-ce qu'on parle un petit peu de la femme, la fermière, dans son coin perdu? Quelques phrases, oui, mais les scènes jouées ne mettent en scène quasiment que des personnages historiques. Historiques. Absolument. C'est un film. Mais c'est une très bonne idée. Et à cette occasion, on a rappelé que la Révolution n'a pas été, en effet, ces lendemains qui chantent pour la femme, et que dans le Code Napoléon, les femmes sont interdites de vote au même titre que deux autres catégories, les déments et les condamnés en justice. Oui. Donc j'adore cette association, les femmes, les déments, les condamnés en justice et les femmes mariées. Elles sont considérées juridiquement comme incapables. Voilà. C'est encore un terme employé. Voilà, donc balayer toute cette célébration. Et alors là où le film justement continue de confirmer son propos, c'est que en toute fin, sans spoiler, mais il n'y aura pas d'extrême surprise de toute façon, il se permet de critiquer notre société actuelle sur la place de la femme, justement, alors qui est pourtant déifiée avec sa libération, etc. Bien sûr, Et bien là, c'est le propos contraire. Finalement, il y a une sorte de nostalgie. C'était mieux avant, d'une certaine manière. Vous n'avez peut-être pas lu, mais l'année dernière, il est paru un petit livre qui s'appelait « Cessez de nous libérer ».
et deux femmes, Stéphanie Bignon et Anne Brassier, ont dans tout un premier chapitre réglé son compte à cette fausse libération. Ouais. Est-ce que dans ce film, Michael Lonsdale, c'est pas lui qui a produit, qui a eu l'idée du film, qui l'a produit? Vu le rôle qu'il a, je crois qu'il a été moteur pour ce film. Il n'est pas simplement le narrateur-acteur. Ce qui ne m'étonne pas de Michael Lonsdale. Et puis vous avez un autre film, alors lui très contemporain, Steve Jobs, que je voudrais aller voir en effet. Alors c'est le dernier Danny Boyle en effet, Steve Jobs. Il y avait déjà eu un essai il y a quelques années qui s'appelait Jobs, il me semble. Oui, c'est ça. Avec Ashton Kutcher, qui avait été assez mal reçu. Oui. Et à juste titre, il me semble, extrêmement académique et bon, une sorte d'œuvre de jeunesse. Alors que là, le maître anglais Danny Boyle s'occupe de l'affaire, et je pense que ça aura deux intérêts. C'est que on n'aura pas, enfin, le culte de Steve Jobs va peut-être s'arrêter parce que le film est si réussi qu'il n'y a plus rien à faire derrière, probablement. Alors qu'est-ce qu'il montre? Il y a une maîtrise, il y a une maturité chez ce réalisateur, le réalisateur de Slumdog Millionnaire, bien sûr, mais là, il a décidé d'être un peu plus raisonnable. Il y avait une certaine folie, un certain dynamisme incroyable dans Slumdog Millionnaire. Oui, enfin, on est en Inde. Alors oui. L'Amérique prête moins au délire, et moins à la poésie. Quoique. Alors. Délire aux États-Unis. Alors, au délire créateur, au délire poétique, délire littéraire. Absolument. Alors plutôt que de nous faire un enchevêtrement de scènes tantôt privées, tantôt publiques, comme on fait beaucoup trop, je pense, aujourd'hui dans les biopics, cette fois-ci, Danny Boyle a choisi de prendre 3 moments clés de la carrière de Steve Jobs, 3 préparations de speech, vous savez, de grandes préparations de produits. Oui. Alors peut-être dire, parce que tout le monde n'est pas au courant que Steve Jobs a créé... Donc le fondateur, enfin le cofondateur d'Apple d'ailleurs. Le cofondateur de cette société d'informatique qui fabrique tout ce que nous consommons. Et qui commence à avoir quelques problèmes avec les concurrents. Et le grand patron est mort. Et alors il a eu aussi des problèmes d'ailleurs. Hein. Il a été renvoyé d'Apple à un certain moment donné. Donc c'est ça l'intérêt du film aussi, c'est de sentir aussi la montée, le talent, et en même temps... il y a une phase d'échec, c'est pas forcément linéaire vers une apogée toute simple, comme il y a la plupart du temps dans les biopics. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Danny Boyle a choisi 3 moments clés, ils sont tout à fait comparables et parallèles. Et en même temps, il prépare des produits très différents à chaque fois. Donc on peut vraiment avoir une vision d'ensemble très intéressante. Le tout est mené par le dynamisme de la caméra de Danny Boyle, qui est un habitué. Et les dialogues qui sont faits par le même dialoguiste que The Social Network, qui était le film sur Facebook, le réseau social. Et donc ça fuse sur Mark Zuckerberg. Absolument. Oui. Et alors en quoi est-ce que nous savons qu'on a voué un culte à cet homme. En quoi est-ce que ce film va détruire le culte? Alors le film détruit le culte dans le sens qui nous montre que même s'il a un talent immense, notamment pour la communication, surtout, plus que pour l'informatique en fait, un côté visionnaire bien sûr dans le fait de sentir les futurs besoins du grand public. En fait, il nous montre aussi par ses défauts, par sa vie privée, etc., même par sa gestion professionnelle en coulisses, puisque c'est que de la coulisse quasiment ce film. Il nous montre que finalement, quelque part, c'est un homme comme un autre. C'est-à-dire qu'il a quelques talents assez exceptionnels, bien sûr, mais qu'il est imparfait, profondément imparfait, jusqu'à parfois être insupportable. Oui, je crois que surtout qu'il est, il n'est pas tout à fait un homme comme les autres. Mais ceci dit, alors un homme comme les autres, dans les défauts surtout, en fait. Bon, certains ressortent de la salle en disant « Ah, c'est vraiment une ordure, vraiment, je comprends pas. » Et puis d'autres qui se disent finalement, tous les hommes sont un peu comme ça, les hommes sont ce qu'ils sont. Je n'ai pas vu le film, mais ce qui est un peu gênant dans ce genre de film, hors du fait qu'effectivement c'est sûrement un caractériel, comme tous les gens qui arrivent à un certain niveau, des génies, même à la tête de grandes sociétés inconnues, ils sont tous caractériels.
Mais ceci étant, vous parlez de la vie privée. Il parle de la vie privée. Le problème est de savoir est-ce que c'est la vraie vie privée ou c'est de la vie privée cinématographique où on peut se permettre, comme souvent le font les Américains, de raconter n'importe quoi. Il trompait sa femme avec une telle, ça met du liant dans le film et ça permet de faire. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que la vie privée est respectée? Parce que sinon, on peut lui inventer une vie privée et le présenter comme avec bourré de défauts. Les gens disent c'est un salaud, etc. Alors, dans les principes, cette vie privée est respectée. Simplement, dans les dialogues, bien sûr, dans les scènes elles-mêmes, il y a le côté un peu romancé du cinéma. Les dialogues sont inventés, pour le coup. Donc il appuie peut-être volontairement sur certaines choses. Alors, c'est possible, mais... Non, on ne le saura jamais. Alors, il appuie sur des choses qui sont forcément publiques, notamment une déclaration de Steve Jobs dans ses débuts, où vous savez, il niait le fait d'être père de son enfant, qu'il avait eu avec une femme dont il était séparé. Et des tests ADN avaient montré qu'il avait 94% de chances d'être le père. Et par statistique, il avait montré et expliqué dans un journal, dans une interview, que s'il avait 6% de chances de ne pas être le père, c'est que 28 millions d'Américains pouvaient être le père. Donc c'est une très charmante façon de... Ça prouve une élégance masculine fantastique que nous apprécions. Bon, bien, moi j'ai envie d'aller le voir. Et vous, Frédéric, vos films? Je vais bien, merci. Mes films, j'en ai qui n'êtes pas un caractériel. Alors, il y a le fameux film The Revenant, qui sort le 24, qui est un film de Iñárritu, qui est quand même un metteur en scène très valable, et on le voit. Alors c'est un film qui a quand même demandé 7 mois de tournage, ils ont tourné par moins 30 degrés, alors allez le voir, vous verrez quand même la performance de Leonardo DiCaprio, parce qu'il paraît que ça a été terrible, parce qu'il est dans des torrents glacés, etc. Ça a été un... Bon alors, sinon le film en lui-même, c'est en même temps l'aventure, c'est en même temps un western si l'on veut, l'histoire est simple, elle est basique. Ce sont des trappeurs au Canada, qui sont en train de chasser les castors, etc., etc. Il y a une attaque d'Indiens, il y a une attaque d'Indiens et une attaque d'ours. Alors là, c'est absolument extraordinaire parce que maintenant, avec le numérique et les effets spéciaux, on ne peut absolument pas voir. On croit que c'est vrai à 100%, c'est remarquable. Hein. Il y a des scènes absolument d'anthologie. Et bref, il est grièvement blessé, donc... tout le monde s'en va, et puis on demande à une ou deux personnes, restez avec lui, aidez-le, etc. Bon, cette personne-là, son compagnon est un salopard fini, il se dit, les Indiens peuvent revenir, je vais avoir un poids, il l'enterre à moitié vivant, il tue son fils qui était témoin, etc. Donc tout est basé sur la vengeance, il s'en sort. Il traverse pendant 2 heures, dans tout le film, il traverse des conditions absolument inhumaines, tomber dans des torrents, etc., parce qu'il est blessé, il se traîne quasiment. C'est remarquablement fait, les décors, c'est somptueux, ça a été tourné dans le Canada sauvage, c'est absolument magnifique, et c'est une performance d'acteur. Il y a Tom Hardy qui est en face de lui, qui joue le rôle du méchant, qui est un acteur qui monte et qui est un très bon acteur aussi. C'est vraiment le film à voir si on aime film d'aventure, le genre western, etc., parce que c'est très beau, c'est très bien fait. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, très bien. Moi, j'ai entendu la voix de Caprio, parce que d'habitude, on entend son double, que j'aimais bien la voix du double. Et là, j'ai entendu la voix de Caprio et ça ne m'a pas paru... il ne m'a pas séduite par sa voix. Mais oui, donc, mais s'il faisait moins 30, il était peut-être enroué. Non, il était dans les studios d'une télévision ou d'une radio française, donc c'est bien loin du Canada. Bon, deuxième film. Donc vous irez le voir en VF. Deuxième film. Alors, deuxième film, j'attaque celui-là? Oui. Ah, oui. Alors, Rosalie Bloom. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Rapneau, qui était un metteur en scène qui a fait des bonnes choses. Mais son fils Julien, mais pas à la hauteur de son père. Vraiment, c'est une bouse qu'il a fait. Alors, il est allé chercher un roman écrit par une femme totalement inconnue. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ce roman-là. C'est absolument inepte. C'est l'histoire d'une personne, alors quelconque, parce que ce sont tous des gens de rien, qui sont sans intérêt. Ils sont tous moches. Ils sont tous moches. Les dialogues sont inintéressants. Ça s'appelle la démocratie. Nous sommes tous égaux, vous savez, là aussi. Mais on peut choisir ça, mais faire un film intéressant. Ça n'est absolument pas intéressant. Le montage du film complètement raté, c'est-à-dire que vous avez une scène, et puis ensuite, 20 minutes après, on vous explique pourquoi la scène. Vous avez quand même Anémone dedans, le grand retour d'Anémone. La gauchiste, vous savez, qui venait en pull dégueulasse sur tous les plateaux de télé pour sortir ses inepties gauchistes, qui est là, qui fait une pige, mais c'est lamentable. Elle a de la moustache, elle pourrait se raser.
écrasé. Deuxièmement, non, mais c'est épouvantable ce film. N'allez surtout pas voir ça. Alors, très bien. Brooklyn? Ah, Brooklyn, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Oui. C'est un film irlando-canadien, français, anglais. C'est une histoire qui se passe en 1950. Vous avez une jeune fille plutôt, qui habite en Irlande, dans un petit village, tout est bouché pour elle. Elle se dit, il faut que j'aille où? Terre promise, aller aux États-Unis. Donc, après, parce qu'elle laisse une sœur qu'elle aimait beaucoup, sa mère, oui. Elle part aux États-Unis à bord du bateau, elle arrive à Brooklyn. Là, vous voyez l'arrivée aux États-Unis. Années 50. Années 50. Donc, c'est l'immigration encore blanche. Oui. Donc elle arrive à Brooklyn où il y a une forte colonie irlandaise. Donc on voit un petit peu parce qu'ils gardent là et leurs coutumes, etc. Elle réussit à s'insérer, elle trouve un boulot, ça commence à aller mieux. Elle tombe sur un jeune Italien super sympa parce qu'il y a aussi des Italiens. Donc c'est le grand amour. Et elle est obligée de repartir pour une raison quelconque, pour aller voir sa mère, etc. Elle repart là-bas, et tout d'un coup là-bas, elle revoit ces plages d'Irlande, elle revoit l'Irlande, et elle est prise d'une telle nostalgie. L'amour de l'Irlande. Que l'amour de l'Irlande commence à l'envahir. Éventuellement, l'amour aussi qu'elle commence à sentir pour un jeune lord irlandais, j'allais dire un jeune fils de famille, et elle est déchirée entre les deux, et c'est très très bien fait. Psychologiquement, c'est remarquablement fait. Et de beaux paysages irlandais, j'imagine. Oui, mais on est beaucoup plus à Brooklyn qu'en Irlande. Ouais. Mais elle est dans une pension avec d'autres filles qui la jalousent, qui l'aident, etc. Donc ils vont danser le samedi soir. Vous voyez, c'est cette petite oie blanche, j'allais dire, qui débarque à Brooklyn et puis qui ensuite mûrit. Et c'est bien fait parce que on voit effectivement le déchirement que peut représenter d'un côté son attachement au pays natal et de l'autre côté, si on a une vie de l'autre côté de l'Atlantique, c'est terminé. Bien sûr. Oui, c'est intéressant. L'exil et le pays natal. C'est intéressant. Cette accumulation de film sur le déracinement. Le déracinement. Et puis, Un jour avec et un jour sans. Alors, Un jour avec, un jour sans, c'est avec Aung Sung-soon, le metteur en scène coréen. C'est assez spécial. Moi, ça m'a plu, mais c'est vrai que c'est assez long. Oui. Alors, comme tous ces films coréens, c'est assez long, il y a de la pudeur. C'est l'histoire d'un metteur en scène de cinéma qui est à Séoul, qui va dans un petit village pour présenter son film. Donc il s'ennuie, il se balade, il rencontre une jeune fille. Il se passe quelque chose entre eux, mais tout ça, c'est un petit peu l'amour courtois, hein, parce qu'il ne se passe rien, en fait, à part quelques petits baisers. Donc ils vont prendre un pot ensemble, etc. Et alors, ce qui est drôle, c'est un jour avec, un jour sans, parce qu'on vous traite deux fois la même chose. Ah oui. Donc, une fois, c'est sans, et une fois avec. Alors, dans les deux, il y a un petit peu sans avec, mais c'est traité différemment. Il y a des moments où il est un petit peu plus drôle, beaucoup plus entreprenant, d'autres moments, il est beaucoup plus en recul. C'est assez lent, mais c'est très original. Moi, j'ai trouvé ça quand même original. Oui, c'est très tentant. Voilà, dans le cinéma, on n'a pas beaucoup d'originalité, donc ça, c'est... Et c'est une autre filmographie. C'est l'anti-revenant, en fait, hein. Oui, si on veut, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Alors, moi, je voudrais vous rappeler, vous nous en aviez parlé, Les Saisons. De Jacques Perrin, qui est vraiment un très grand moment de photographie, de contemplation, d'hymne à la nature, de zoom. Il remercie d'ailleurs Angenieux, qui fabrique des zooms extraordinaires. Les lentilles Angenieux sont parmi les meilleures du monde, faisant un petit cocorico. Et en effet, on voit les petits écureuils grignoter leur petite noisette en se disant « Vite, 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 je vais te déranger, vite, vite, vite !» On voit des scènes de chasse extraordinaires, des loups qui poursuivent des chevaux. Le lynx qui chasse. Nous sommes à 30 millions d'années. Donc il y a les premiers animaux et puis après la disparition. Et puis le monde contemporain. Et c'est la première fois que je vois dans un film la scène des gaz à Verdun. Et juste après, la réutilisation de ces mêmes gaz pour fertiliser, pour servir de pesticides dans les champs. Et le rapport s'impose.
Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme, voilà. Alors c'est un film qu'on peut aller voir en famille, bien sûr, pas avec les trop petits, parce qu'il y a des scènes... quand même. Mais, il faut bien qu'un petit voit un lynx qui saute sur une biche, ce n'est pas bien grave. C'est la nature. Vous avez raison, c'est la nature. Je pense qu'il faut être très gai, je l'avais déjà dit, mais je pense que vous êtes d'accord que Jacques Perrin n'exagère pas dans un discours, genre... Non, très peu de discours. Très peu de discours. Et il n'est pas là à nous faire comme l'humanisme, l'écologie. Il en parle, mais raisonnablement, c'est bien, c'est très très bien. Absolument. Et puis j'ai vu aussi Demain. Ce documentaire un peu écolo, altermondialiste, c'est une bande de jeunes intelligents qui se posent des questions et se disent ça ne peut pas continuer comme cela, la Terre ne va plus pouvoir nourrir les milliards d'hommes et nous détruisons la nature. Alors, que faire? Et ils vont interroger un certain nombre de participants, des acteurs d'un certain renouveau dans tous les domaines. Le domaine entrepreneurial, le domaine agricole, le domaine économique, le domaine financier. Et ils vont dans le monde entier. Et alors, c'est tout à fait intéressant parce qu'il y a des critiques extrêmement bien faites, du système financier, évidemment. L'argent n'existe plus, c'est uniquement la dette qui existe. Donc, il cite... Et il y en a même qui disent que la dette n'existe pas. Parce que j'ai suivi des profs d'économie récemment, il y en a qui disent que la dette n'existe pas parce qu'elle est toujours... refaite, elle est revendue sur le marché, ou alors, donc elle n'est jamais remboursée, puisqu'en fait, on rembourse, mais en fait, on en prend une autre, etc. Donc ce sont des dettes éternelles. Oui, et puis, donc le maléfique pouvoir financier de certains est nettement stigmatisé. Et puis, il y a une ode à l'innovation. On voit notamment une société dans le nord de la France qui, mais c'est fait par à Lille, ce sont des économistes. Ce sont des jeunes et qui sont de 30, qui 30, sont typés politiquement. Ils sont tous un peu gauchistes, c'est évident. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils recréent. Alors, ils veulent recréer les jardins autour des villes. En fait, ils recréent la société traditionnelle. Ils recréent la société chrétienne avec des rapports les uns avec les autres, des rapports de dépendance entre les entreprises et entre les gens qui travaillent dans un village. Ils recréent les corporations. On a envie de leur dire, mais les gars, vous inventez le fil à couper le beurre, tout a déjà existé dans une société chrétienne. Oui, c'est la progression, et maintenant il faut revenir. Alors, il y a des scènes tout à fait intéressantes. Le dernier passage, c'est l'éducation. Il faut éduquer les enfants. Alors là, on voit des enfants avachis par terre en train de dessiner, mais nous sommes dans le nord de l'Europe, et bien évidemment, il est dit que le professeur, il n'y a pas de hiérarchie dans une classe. Nous sommes tous égaux là aussi. Donc il y a quelques propos un peu nunuches et un peu nuls. C'est assez paradoxal, parce que d'un côté louer le complémentarisme et en même temps rester sur des bases égalitaires. Oui, mais la démocratie, la tolérance, dans le même ordre d'idée fait par quelqu'un de gauche aussi, Ruffin, j'en avais parlé la dernière fois, Merci Patron, mais allez le voir. Oui, Merci Patron. Comment il réussit à avoir la peau, entre guillemets, de Bernard Arnault. Oui. C'est un mourir de rire. Il faut aller le voir, absolument. Il faut aller le voir. Alors, vraiment, pour résumer, donc nous avons invité... Philippe Naughton nous a invités à aller voir Steve Jobs, Les filles au Moyen-Âge. Une fraîcheur et d'une intelligence impressionnante. Frédéric Pic, vous nous invitez à voir, pour les amateurs d'aventure, Le Revenant. Je crois que Le Revenant, tout le monde ira le voir, parce que ça va être le film de l'année un peu en blockbuster. Je ne pense pas que j'irai, mais bon. Ça fait 1,60. Par contre, j'irai voir un jour avec et un jour sans, avec joie, et merci de nous l'avoir
devoir signaler. Et Brooklyn, j'irai aussi. Brooklyn, je recommande. Alors, le film coréen, je dis bien, attention, c'est un film assez lent. Donc, il y a des gens qui peuvent s'ennuyer. C'est le style de cinéma. Oui, j'aime beaucoup le cinéma asiatique. Quand on va voir un cinéma asiatique, un film asiatique, on a... Sauf les films de Hong Kong, sauf les films de Tsui Hark, etc. Où ça bouge beaucoup. Attends, de Kung Fu. Et les saisons. Et puis, notre film, une espèce de documentaire sur l'état des lieux de notre société, Demain, dont on peut tirer quand même un certain nombre d'enseignements. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt. Merci, à très bientôt. À très bientôt pour une autre chronique de Perles de Culture. Michel de Gégère, merci d'être venu ce matin nous présenter ce dernier livre qui sont les actes de la 21e Université d'été de Renaissance catholique qui avait lieu à Villepreux, comme chaque année, en juillet 2012, avec ce beau titre « À quoi sert l'histoire ?» Je rappelle que vous êtes l'auteur et vous êtes venu dans nos studios pour le présenter des derniers jours, la fin de l'Empire romain d'Occident, et vous êtes directeur du Figaro Histoire. Donc vous étiez parfaitement indiqué pour préfacer ces actes du colloque « À quoi sert l'histoire ?» Il y a un paradoxe tout de même. Au moment où l'histoire est dégagée de l'instruction publique, elle est en même temps utilisée par le monde politique qui rabâche sans arrêt des faits historiques. Alors c'est un paradoxe apparent parce que pour que justement la propagande puisse se déployer en matière historique de façon le plus libre possible, eh bien, il est bon qu'on ait commencé par décerveler les élèves en les privant des bases qui leur permettraient d'exercer leur esprit critique et éventuellement de remettre en cause l'histoire officielle qu'on leur propose. Donc ce paradoxe n'est qu'apparent, il y a un double mouvement qui consiste à priver les enfants, les élèves de repères en les perdant dans l'absence de chronologie, et ensuite l'omniprésence de certains thèmes historiques dans le débat politique, eh bien, qui permet d'asséner des vérités ou des contre-vérités, eh bien, que le public sera incapable de juger en faisant référence à des connaissances historiques solides. Philippe Conrad cite dans son article un texte d'Abel Bonnard que je trouve très très beau. De toutes les choses qu'on enseigne aux enfants, il n'en est aucune qui leur soit plus nécessaire que l'histoire de leur pays. On a d'autant moins de droit à leur cacher qu'ils y trouvent la révélation de leur propre noblesse. De petits Français issus de tous les milieux qu'on n'a pas instruits de la grandeur de leurs origines ressemblent à ces petits princes qui ont été volés par des bohémiens et qui, loin du palais paternel, vivent dans un désordre sordide sans savoir qu'ils sont fils de rois. C'est très joli. Oui, cette citation est magnifique et correspond bien, au fond, à la situation actuelle, puisqu'on a privé effectivement toute une jeunesse de ses richesses. On l'a empêché de savoir qui elle est, d'où elle vient. Alors je crois qu'il y a un thème qui est très rebattu, y compris dans des milieux contre-révolutionnaires, c'est l'idée que notre époque véhicule la haine de soi et que donc tout ce que l'on entend du point de vue de la repentance, de la diffamation de l'histoire de France, la diffamation de l'histoire de l'Occident, la diffamation de l'histoire de l'Église, procéderait d'une haine de soi suicidaire. En réalité, je crois que rien n'est plus faux. Il n'y a pas du tout de haine de soi, parce que les gens qui colportent ces légendes, cette vision biaisée de l'histoire, eh bien, ils s'adorent eux-mêmes. Leur bien-être est ce qu'ils ont de plus précieux. Ils sont bronzés toute l'année, ils achètent des biens de consommation et de luxe, ils se cajolent, ils se demandent en permanence comment ça va, ils se font des hugs dans les grandes situations. Ils font de la gymnastique. Ils font de la gymnastique, donc il n'y a aucune haine de soi chez eux. Ce qu'ils ont, c'est la haine de leur père. Oui. Et je pense que cette distinction, j'aimerais la populariser, parce que je pense qu'elle est essentielle. Ce qui est diffusé, c'est pas la haine de soi, c'est la haine des pères. Alors pourquoi la haine des pères ? Parce que
que, au fond, l'amour des pères, la piété filiale, comme dirait Jean Madiran, d'heureuse mémoire, eh bien, la piété filiale, c'est ce qui vous apprend que vous n'êtes vous-même rien, que vous n'êtes que le maillon d'une chaîne immense qui a commencé bien avant vous et que vous êtes le débiteur insolvable, c'est la très belle expression de Jean Madiran, le débiteur insolvable de tout ce qui vous a précédé, de tout ce qui vous a constitué ce que vous êtes. Et que donc cela vous crée, étant débiteur, cela vous crée une dette, c'est-à-dire des devoirs. Vous avez reçu et vous devez donner, vous devez transmettre, vous n'êtes qu'un passeur. Oui. Et donc c'est cette qualité de débiteur insolvable qu'en privant les enfants d'histoire, on conteste. Et pourquoi? Non pas par haine de soi, mais pour être soi-même l'individu roi, délivré de tout devoir envers le passé, de tout devoir envers l'avenir. Donc je pense que cette privation de l'histoire, cette subversion de l'histoire à laquelle nous assistons depuis quelques décennies, ne procède pas du tout de la haine de soi, mais de la haine des pères, et que son objet est de transformer la nature humaine, de la condition humaine, de nous priver de notre condition de passeur d'une civilisation pour faire de nous des individus appelés à jouir sans entrave des biens de la société de consommation. Vous voyez, je crois que c'est vraiment une révolution anthropologique, c'est quelque chose de très très important qui se joue. Et vous m'y faites penser, est-ce qu'il n'y a pas aussi la haine du devoir? Mais l'un va avec l'autre. Le mot devoir doit être strictement... Dans l'amour des pères, il y a la gratitude, parce qu'on reçoit de son père infiniment plus qu'on ne lui donnera. Et donc la gratitude, c'est le premier des devoirs, et l'ingratitude, eh bien, c'est la marque de notre époque, et c'est aussi la marque de la barbarie. Parce que la civilisation, c'est savoir qu'on est le maillon d'une chaîne qu'on a reçu pour transmettre. C'est ça le premier devoir. Absolument. Alors vous, en historien, vous, bien sûr, vous remontez aux sources, et les deux grands maîtres qui sont Homère et Hérodote. Alors, peut-être Homère, d'abord, quelles sont les leçons d'Homère? Alors, Homère n'est pas véritablement un historien, mais Homère écrit. Ou Homère, un symbole, puisqu'on ne sait pas grand-chose sur lui. On ne sait pas grand-chose de lui. Homère couche par écrit, ou dicte probablement par écrit. On n'est même pas absolument sûr qu'Homère était un seul poète. Bien, couche par écrit un certain nombre de légendes, de traditions qui ont été transmises à une époque où l'écriture avait disparu, puisque la guerre de Troie que raconte l'Iliade, c'est une guerre qui se passe à peu près 5 siècles avant qu'elle soit mise par écrit. Et pourquoi? Parce que ça se passe dans le cadre de la civilisation mycénienne, civilisation qui a disparu dans des circonstances assez mystérieuses à la fin de l'âge de bronze, vers 1200 avant Jésus-Christ. L'Iliade est couchée par écrit au 8e siècle, donc 500 ans plus tard. On avait gardé, par la poésie des Aèdes, une transmission orale de ces hauts faits, de cette civilisation brillante, de ces palais brillants d'or, de cette guerre qui avait eu lieu au-delà des mers, qui avait été une grande expédition. Et donc, c'est un souvenir qui avait été enrichi, bien entendu, par la légende, par la verve épique des Aèdes. Donc, on ne peut pas véritablement parler d'histoire, mais malgré tout, c'est un événement du passé sur lequel le poète s'appuie pour faire un récit d'où on peut tirer des leçons. Alors, quelles leçons? Bien, les premières leçons que l'on peut tirer de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est que c'est un conservatoire de vertus, puisque Homère, ou les poètes qui se cachent derrière le nom d'Homère, Homère nous donne à admirer certaines vertus et à craindre certains défauts. Il nous offre comme exemple de lâcheté Paris, comme exemple de courage, de patriotisme, de sagesse, de modération, la figure d'Hector. Il nous montre Achille comme le modèle des passions mal contenues. Il nous donne le spectacle de la miséricorde. Oui. Alors ça, c'est une chose à laquelle, effectivement, je suis très attaché. Nous en avons déjà parlé lors d'un autre entretien. C'est que l'un des sommets, finalement, de l'Iliade, c'est cette scène où Priam vient réclamer le corps martyrisé de son fils Hector à Achille, et il pleure au pied de son vainqueur, et les larmes du père émeuvent même le cruel Achille, qui vient de faire 7 fois le tour de Troie avec le cadavre d'Hector attaché à son char, et les larmes de ce père, et le vainqueur et le vaincu pleurent ensemble, et ce spectacle magnifique de la miséricorde du vainqueur devant les larmes du vieillard nous est donné en modèle par Homère comme, encore une fois, un modèle de la miséricorde. C'est-à-dire que l'Iliade n'est pas un poème, c'est pourtant une épopée nationale, mais ce n'est pas un poème qui exalte la victoire de guerriers bodybuildés qui auraient de bons raison contre les méchants. Contre les
ennemis qui seraient les bons contre les méchants. L'une chose des plus extraordinaires, finalement, de l'Iliade, c'est que les personnages les plus sympathiques sont les Troyens. Que ce qui nous émeut, c'est l'épopée nationale des Grecs qui prend comme héros principaux leurs adversaires. Donc il y a là-dedans la nuance, la leçon finalement de la guerre sans haine, la leçon de l'idée que l'adversaire est un homme lui aussi. Que effectivement l'histoire n'oppose pas les bons très bons avec les mauvais très mauvais, mais que l'histoire est complexe, avec des passions, des intérêts, des conflits qui peuvent ne pas devoir être réglés, si vous voulez, par une vision manichéenne. Alors il y a tout cela comme leçon dans l'Iliade. Il y a l'exaltation du patriotisme, il y a l'exaltation de l'honneur, et puis il y a cette vision nuancée de l'histoire, cette vue de la miséricorde qui, évidemment, élève le lecteur à tous les sens du terme, au sens où elle l'éduque, mais elle l'élève au-dessus d'elle-même. Donc même si Homère n'est pas un historien rigoureux, eh bien cette première apparition de l'histoire écrite, première apparition, ce n'est pas tout à fait la première apparition, avant il y a eu les inscriptions monumentales, oui. Mais les inscriptions des Égyptiens, les inscriptions des Mésopotamiens étaient une histoire propagande, une histoire royale qui voulait simplement exalter la puissance du souverain et susciter l'obéissance des sujets en les convainquant de l'idée qu'un pouvoir qui était aussi ancien, des bienfaits qui étaient aussi énormes que ceux que le souverain leur avait apportés, exigeaient une obéissance absolue. Donc l'histoire est apparue par ces inscriptions et finalement la première histoire a été la propagande. Avec Homère, c'est autre chose. Avec Homère, l'histoire devient une école de vertu et même si cette histoire n'est pas rigoureuse, pas plus que l'étaient les inscriptions plus anciennes, eh bien je crois que c'est quand même une première et très belle leçon de l'histoire. Alors, le deuxième historien que vous citez, c'est fou ce qu'on apprend de choses dans ce livre, c'est Hérodote, qui présente son traité en disant « Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli, et il donne en particulier la raison du conflit qui mit ces deux peuples aux prises. » Alors, les raisons d'un conflit, les raisons des conflits ne sont absolument plus l'objectif de connaissance d'aujourd'hui. On se moque de savoir. Si vous voulez, le texte que vous venez de citer est très très intéressant. C'est le prologue des histoires d'Hérodote, et au fond, c'est un espèce de manifeste de ce que d'à quoi sert l'histoire, un manifeste de l'historien, puisque d'abord, ça commence par le nom de l'historien. Hérodote d'Halicarnasse a écrit ce livre. Déjà, ça c'est une nouveauté, parce que c'est le premier historien qui se revendique comme l'auteur de son livre, dans la mesure où Hérodote n'est pas l'historiographe d'un roi, il n'avait pas été chargé de dire du bien de tel ou tel, il est libre. Il est libre et il nous dit tout de suite, il a fait une enquête. Donc c'est l'historien libre qui fait une enquête. Historia, donc le nom du livre d'Hérodote et qui a donné son nom à l'histoire, c'est cela, ça veut dire enquête. L'histoire, c'est d'abord une enquête, c'est quelqu'un qui a cherché la vérité, qui a cherché le vrai, qui a interrogé des témoins, qui a confronté les témoignages, qui a consulté des sources, qui a critiqué les sources. Donc déjà, toute la démarche historique est dans Hérodote, la liberté, l'enquête. Et ensuite, le propos de la démarche historique. Hérodote nous dit deux choses dans le texte que vous venez de citer. Il dit d'abord, pourquoi a-t-il fait cela? Il a fait ça d'abord pour que les exploits des Grecs et des barbares ne sombre pas dans l'oubli. Donc l'historien, c'est quelqu'un qui fait une enquête pour arracher l'événement à l'oubli. Et pourquoi faut-il arracher cet événement à l'oubli? Eh bien, parce que là aussi, comme Homère, Hérodote a une vue morale, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a eu des grandes vertus qui se sont manifestées, des grandes qualités, des défauts, et que donc tout cela doit être plein d'enseignements. Mais la supériorité, de ce point de vue-là, de la démarche d'Hérodote sur celle d'Homère, c'est qu'alors qu'Homère parle d'événements légendaires, de gens qui ont vécu 5-6 siècles avant, avec lesquels l'historien a forcément des liens assez ténus,
Hérodote parle de sa propre génération, il parle à ses lecteurs de leur père. Et nous parlions tout à l'heure de la vertu de piété filiale, de la lutte contre l'ingratitude. Et le premier propos d'Hérodote, c'est celui-là, c'est que les Grecs n'oublient pas ce qu'ils doivent à ceux qui se sont battus à Marathon, à Salamine, à Platée, pour que la Grèce reste libre. Donc Hérodote participe à ce propos de l'historien d'entretenir la piété filiale et de nous conforter dans notre statut de débiteur insolvable. Et puis, le deuxième propos que propose Hérodote, c'est de comprendre les faits. Les raisons des conflits. Les raisons des conflits. Alors ça a complètement disparu de notre époque. C'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc nous sommes 2500 ans avant Jacques Bainville, et l'historien, le premier historien, nous dit que l'un des grands intérêts, l'un des deux axes de son propos, va être de comprendre ce qu'il s'est passé, de comprendre, donc d'analyser, de chercher les causes des événements. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Hérodote, pourquoi est-ce que c'est si important de savoir comment se sont passées les guerres médiques ? Eh bien dans l'esprit d'Hérodote, je pense, c'est qu'il y a il y a des invariants dans la nature humaine. Il y a il y a des permanences. Donc il y a des enseignements à tirer de l'histoire. Non pas que l'histoire se répète de façon mécanique, bien entendu. Ce qui s'est passé ne va pas se repasser à l'identique. Mais en revanche, il y a des analogies. Puisque la nature humaine est toujours la même, eh bien, les mêmes causes vont produire plus ou moins les mêmes effets, même s'il faut faire très attention en histoire aux anachronismes, de ne pas attribuer aux hommes du passé les mentalités de son propre temps. Il y a tout de même des invariants. Et je crois que l'histoire savante en France et à l'étranger, l'histoire qui nous est contemporaine, par méfiance vis-à-vis des anachronismes, qui sont effectivement un péché de l'historien. Je parle de l'histoire savante, pas forcément de l'histoire qu'on entend sur les radios et les télévisions, mais celle des universitaires. Elle devient tellement savante qu'elle en oublie cette idée d'Hérodote, c'est-à-dire qu'elle voudrait analyser au plus près la façon dont les choses se sont passées, mais elle l'examine de tellement près qu'elle voit toutes les différences avec les autres époques et qu'elle finit par récuser l'idée que l'histoire puisse être porteuse de leçons. Et je pense que c'est tout de même une erreur. Si on étudie l'histoire, c'est parce qu'elle a un intérêt pour nous. Sinon, ça devient une espèce de passion d'érudit, comme de collectionner les papillons. Je pense qu'il y a une autre dimension dans l'histoire et que l'étude serrée et sans anachronisme de la façon dont les choses se sont passées peut permettre, en comprenant le mécanisme des événements, eh bien, de tirer des leçons pour notre temps. Je prenais il y a un instant l'exemple de Jacques Bainville. Vous savez qu'en 1920, par sa connaissance intime de la diplomatie européenne des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, eh bien, il a écrit les conséquences politiques de la paix et montré que des traités de paix qui avaient été signés après la guerre de 14 ne pourraient sortir à terme que la guerre. Et donc les événements lui ont donné cruellement raison. On vous écouterait pendant des heures, Michel de Gégère. Nous allons citer quelques-uns des participants à ce colloque. Jean-Pierre Maugendre, Jean Sévillat, Martin Pelletier, Rénal de Séchère. J'ai juste envie qu'on termine sur l'apport de Jean-François Chemin, enseigner l'histoire en banlieue, et qui explique remarquablement que l'autorité dépend du niveau d'enthousiasme avec lequel l'enseignant transmet. J'ai trouvé que cette idée magnifique. L'autorité fondée sur l'enthousiasme. Oui, alors Jean-François Chemin, vous savez, c'est ce professeur, c'est quelqu'un qui a fait une très belle carrière dans l'industrie et qui a tout lâché, la quarantaine venue, pour passer l'agrégation d'histoire. Et ayant passé son agrégation, enseigner en banlieue, avec l'idée de faire aimer la France aux gamins des banlieues. Donc il enseigne dans la banlieue lyonnaise. Et je crois que ce témoignage est effectivement très, très intéressant et montre que rien n'est perdu. C'est-à-dire qu'il montre qu'on peut arriver à faire aimer la France à des gens qui en paraissent éloignés. Alors la devise de Jean-François Chemin, c'est que il ne faut pas dire « si tu changes, je t'aimerai ».
mais il faut dire comme je t'aimerai, tu changeras. Voilà. Et donc, je pense que le secret, si vous voulez, de son art, et qu'il aime ses élèves, et aimant ses élèves, je pense qu'ils le sentent, et qu'ils sont donc prédisposés à partager ses passions. Et sa passion, c'est l'amour de la France. Et dans ce très beau témoignage, il explique comment c'est possible, en 2015, de faire aimer à des gamins de la banlieue lyonnaise dont les parents viennent de toute la terre, c'est possible de leur faire aimer la France. Je pense que c'est quand même un message réconfortant. C'est un merveilleux message. Non, ce livre est très important. À quoi sert l'histoire? Édition Contretemps. Donc les actes du colloque de l'Université de Renaissance catholique. Merci beaucoup Michel de Gégère et à très bientôt pour un nouvel ouvrage. Merci beaucoup. Merci à vous. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette séquence L'art en beauté, nous avons invité la comédienne Anne Le Foll. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Nous vous connaissons déjà, vous êtes venue déjà à cette antenne. Vous faites des spectacles qui sont très beaux, qui allient en général la musique à des textes littéraires. Et donc ces soirées sont fort agréables. Vous avez joué récemment, votre dernière pièce est une pièce de Vajdi Moawad, qui est un franco-libanais, qui est poète et auteur, dont vous me disiez que le thème de cette pièce c'était... Alors le thème de sa pièce, comme c'est un poète principalement, c'est un jeune, et il a à peine 45 ans, il a compris qu'il fallait expliquer la mort aux enfants. Et au travers de Pakamambo, qui se joue d'ailleurs dans le monde entier, parce que cet écrivain est traduit dans plus de 34 langues, il est très très à la mode en ce moment. On trouve son texte? Oui, bien sûr. On trouve son texte, ah oui. Donc, il a compris qu'il fallait expliquer la mort aux enfants. Et c'est dit d'une manière poétique. Et je crois que les enfants sont assez subjugués par cet événement, oui. Très, très bien. Et là, vous nous proposez les mystères de la création dans l'art. Et c'est dimanche 13 mars à 19h. Et votre compère, si je puis dire, est comme toujours et comme souvent Jean Dubé, le grand pianiste. Voilà. Alors, ça se passe ainsi. On arrive au musée Jacques Marandré, qui est pour moi l'un des hauts lieux de Paris, parce que c'est donc l'hôtel particulier d'un couple de grands amateurs d'art. De grands collectionneurs. Je dirais de grands amoureux de l'art. Qui n'avaient pas d'enfants et qui ont, j'imagine, sublimé cette absence dans l'art. Absolument. Et ils ont passé leur vie à acheter des toiles absolument éblouissantes, des sculptures aussi, des panneaux de bois. Et ils ont légué tout cela à la France, à condition que rien ne soit bougé de leur collection. Absolument, oui. Et donc, c'est un pur bonheur. Absolument. Nous allons d'ailleurs jouer dans la salle de bal, la grande salle de bal ou de musique. Les deux termes en arrondi, en rotonde. Non, la rotonde, c'est la pièce qui est préalable. C'est juste, voilà, qui servira d'ailleurs pour le champagne et les petits fours. Voilà. Parce que ça aussi, ça fait partie. Il faut le dire. Ça fait partie du luxe de cette soirée. Il faut le dire. Et le concert, le récital, se situe dans la pièce à côté, qui est la grande salle donc de bal, et qui a un pourtour, un balcon tout autour. Et ce sont des fresques de Tiepolo qui sont au plafond. Excusez du peu. Donc, ah oui, comme dans l'escalier. Comme dans l'escalier. Ils les ont fait déposer et ils les ont reposés là. Ah, ils les ont reposés là. Bravo. Ça, c'est une grande nouvelle. Alors,
le thème de cette soirée, donc les mystères de la création dans l'art, avec Tourguenieff et Gounod et Pauline Viardot. Comment et pourquoi? Alors, je me suis rendu compte que Ivan Tourguenieff, romancier russe, et Charles Gounod, compositeur français, aimaient passionnément, tous les deux, en même temps, en 1850, Pauline Viardot, cantatrice, sœur de la Malibran, qui est plus connue que Pauline Viardot, et qui passait sa vie à créer les compositeurs de l'époque. Elle chantait aussi Gluck, elle chantait beaucoup d'autres choses, mais elle était passionnée par la nouveauté. Alors, qui est très riche, il faut dire, à l'époque. Qui est très riche à l'époque. Elle avait un salon d'ailleurs à Paris, rue de Douai, où elle recevait absolument tous les romanciers, tous les poètes, tous les musiciens. Tout le monde passait par chez elle. Et elle-même jouait au piano les œuvres de ses contemporains. Et elle recevait également à Courtavenel-en-Brie, qui est un château aujourd'hui malheureusement détruit, mais elle en était propriétaire. Et elle avait installé Ivan Tourguenieff et Charles Gounod en 1850, pendant qu'elle était en tournée à Berlin, à Londres. Elle les avait mis tous les deux là pour qu'ils créent, pour qu'ils composent, pour qu'ils soient heureux. Et ils pouvaient parler d'elle. Et ils pouvaient parler d'elle. Et ils, pardonnez-moi, mais chacun de leur côté écrivait une lettre, et le soir, ils mettaient la première lettre amoureuse, la deuxième lettre amoureuse dans la même enveloppe, et elle partait pour Berlin. Voilà. Donc c'est assez étrange, mais surtout qu'il y avait un mari à Berlin quand même en plus. En plus. Et qui a gagné alors dans le cœur de Pauline? Elle les aimait tous les deux? Oui, elle les adorait tous les deux. Alors le premier, Ivan Tourguenieff, nous n'étions pas là, donc nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais nous savons une chose absolument certaine, c'est que Ivan est mort dans les bras de Pauline, à Bougival, dans la datcha qui existe encore à Bougival et qu'on peut visiter. On peut visiter. Et donc il a passé sa vie en fait entre la Russie et la France. C'était un Européen convaincu à l'époque, mais bon, sur un autre style européen qui était la culture. Et Charles Gounod, lui, en revanche, 2 ans après cette aventure de 1850, s'est marié avec une dame. Et il y a eu une grande séparation. Ils se sont retrouvés plus tard, mais Charles Gounod a fait sa vie. Voilà, donc, mais il a été extrêmement amoureux de Pauline. D'ailleurs, dans les textes, dans ses mémoires et dans les lettres qu'il écrit, on retrouve cet amour, cette passion qu'il a mise surtout dans Sappho, l'opéra qu'il a écrit pour elle. Et pour elle, oui. Pour elle. Carrément, oui, oui. Elle avait tous les charmes, cette Pauline Viardot. Elle était très particulière. Sa sœur, qui était la Malibran, était d'une beauté exquise. Elle, en revanche, avait un visage plus simple, on va dire, mais elle avait une voix qui surpassait toutes les autres voix. Et je pense et une intelligence, une culture extraordinaire. Elle avait appris de ses parents la musique, le chant, la composition. C'était une famille de musiciens et elle a donné d'ailleurs cet amour à ses enfants, à Paul qui est devenu violoniste, un très très grand violoniste, un des plus grands au monde à ce moment-là. Et il a fait une partie de sa vie aussi en Russie parce que grâce à Tourguenieff, les portes s'ouvraient plus facilement. Et Louise, une de ses filles aussi, composait. Et tout le monde chantait, tout le monde jouait d'un instrument. Enfin, c'était un temps béni tout de même. Oui, absolument. C'est un temps béni. Un temps béni. Absolument. Alors, comment est-ce que vous montez ces programmes? Comment est-ce que... Et donnez-nous un aperçu de ce très joli spectacle. Alors, d'abord, je lis beaucoup de livres. Oui. Et je ne retiens que les lettres manuscrites, enfin écrites par les auteurs. Oui. Je ne prends aucun texte, aucun commentaire. Non, c'est brut. Bien sûr. Et
Et c'est là qu'on trouve la vie. C'est la clé. C'est la vie. C'est la clé du mystère. Ouais, voilà, exactement. Mystère, oui. Et puis, je fais des photocopies par milliers pour avoir un dossier. Et puis après, alors, le travail terrible arrive parce qu'il faut couper, parce que j'ai droit à une demi-heure de texte, donc une demi-heure de texte, quand on lit 5, 6, 7, 8, 10 livres, ça va très vite. C'est un exercice de censure. Voilà, exercice de censure pour ne retenir que le suc de cette littérature qui propose effectivement tous les souvenirs. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment ont été composées les œuvres, ce qu'il se passait entre les êtres humains, les rapports qu'ils avaient entre eux, et voilà. Alors, je vous ai entendu lire la sonate à Kreutzer. Ah oui, c'est vrai. Oui. De Tolstoï. Oui. C'était aux Invalides. Oui, dans le grand salon Louis XIV. Et c'était absolument éblouissant. Oui. Tragique, parce que c'est un texte tragique. Oui, tragique. Mais c'était vraiment très très beau. Alors là, donnez-nous un aperçu de cette prose. Donc vous allez nous lire un texte de... Alors, je peux vous lire le premier textes que vous avez choisi, de Gounod. Oui, alors en fait, c'est Tourguenieff qui se trouve avec Gounod à Courtavenel. Et Gounod, bien sûr, on ne compose pas un opéra en une seconde. Non. Donc il cherche, et il va, il vient, il trouve, il ne trouve pas, il est furieux, il est content. Et Tourguenieff est un petit peu son censeur. Il l'oblige à faire, il l'oblige à trouver, et ils en parlent ensemble. C'est très intéressant parce que vous montrez l'interaction de deux esprits dans le phénomène de la création. Alors, en revanche, ce que je peux ajouter, c'est que Tourguenieff, lui, ne parle jamais de sa création. Sa création, elle est en lui. Et Pauline, qui reçoit ses lettres, lui dit « Mais pourquoi ne me parlez-vous pas de ce que vous écrivez en ce moment ?» Et il ne répond pas. Il ne veut pas parler de ce qu'il écrit. C'est très rare. Il est secret. Extrêmement rare. En revanche, alors je vais vous le lire, ne vous inquiétez pas, mais Tourguenieff a une façon d'écrire qui est extrêmement particulière. C'est-à-dire qu'il a généralement un sujet amoureux, ou de chasse, ou de rencontre, ou de bonheur, ou de jeunes gens, ou de personnes très âgées, mais peu importe. Avec ses souvenirs. Avec ses souvenirs. Il bâtit toujours un décor autour d'eux. Et ce décor, c'est la campagne, parce que c'est un grand chasseur. Donc il connaît tous les cris des oiseaux, il connaît le nom des feuilles des arbres, il sait quand la nature va bouger, quand il pleut, quand il y a du soleil, quand il fait miroiter absolument toute la nature autour de ces personnages. Et ces personnages, comme par exemple dans Père et Fils ou dans Fumée, livrent des messages absolument étonnants sur, et on est au XIXe siècle, mais ils livrent des messages qui en fait ont une référence au XXe siècle. Ah oui. Il est prophète. Il est prophète. Il est complètement prophète. Et c'est c'est lui qui a inventé quand même le mot nihiliste. Il les a, bien sûr. Quand il y a d'abord eu les décembristes en 1825, mais ensuite de ça, il y a eu l'abolition du servage, qui était une bonne chose en soi, mais en même temps extrêmement compliqué à résoudre parce que qu'allaient devenir les anciens serfs avec juste un lopin de terre pour survivre. Mais c'est lui qui a inventé ce mot-là et qui a rencontré la jeunesse dans Père et Fils, par exemple. Il a rencontré la jeunesse qui était totalement en révolte contre l'État, contre les institutions. Contre la religion aussi. Contre la religion, bien sûr. Contre l'orthodoxie. Voilà, aussi. Mais bon, revenons à notre Sappho, par exemple, et quand Gounod se met à écrire Sappho, Tourguenieff est donc près de lui, et voici ce qu'il dit à Pauline dans une lettre. Il fait très beau aujourd'hui. Gounod s'est promené tout le jour dans le bois de Blandureau à la recherche d'une idée. Mais l'inspiration, capricieuse comme une femme, n'est pas venue. Et il n'a rien trouvé.
C'est du moins ce qu'il m'a dit lui-même. Il prendra sa revanche demain. Dans ce moment, il est couché sur la peau d'ours, en mal d'enfant. Il a une obstination et une ténacité dans son travail qui font mon admiration. Le vide de la journée d'aujourd'hui le rend très malheureux. Il pousse des soupirs, gros comme le bras, et n'est pas capable de se distraire de sa préoccupation. Dans sa désolation, il s'en prend au texte. J'ai tâché de le remonter, et je crois y être parvenu. J'ai reçu ces doléances un peu en riant, car je sais que tous ces petits nuages disparaîtront au premier souffle, et je suis très flattée d'être le confident de ces petites douleurs de la création. Et Gounod ajoute « Il m'est venu depuis quelque temps que ma musique était très mauvaise, très pauvre. Voyez-vous, c'est que je voudrais tant pour vous, chère Pauline. Je voudrais donner toute ma vie en musique. C'est cruel de désirer tant et de pouvoir si peu. Pourtant, il me semble que j'entends une voix qui me dit « Un jour, tu verras clair dans ton art. » Et Tourguenieff, et je finirai là, ajoute ceci, « Eh bien, j'avais raison de dire que Gounod prendrait sa revanche. Il a trouvé une très belle chose pour vous, chère Pauline. Jusqu'à présent, il n'avait pas abordé votre rôle. Mais c'est plein d'élan, c'est généreux et pathétique, de ce pathétique doux et pénétrant qui lui est propre. Ce qui manque un peu à Gounod, c'est le côté brillant, populaire. Sa musique est comme un temple, elle n'est pas ouverte à tout venant. Il idéalise tout ce qu'il touche, mais en s'élevant, on quitte la masse. Du reste, parmi cette grande quantité de talents vulgairement spirituels, l'apparition d'une nature musicale comme celle de Gounod est quelque chose de si rare qu'on ne saurait la saluer avec assez de bonheur. Nous avons parlé de tout cela ce matin. Je ne crois pas non plus qu'il ait la veine comique, mais vous pouvez imaginer avec quelle impatience il vous attend. Nous vous attendons. Voilà. Donc vous voyez, ils sont ensemble. C'est très amusant cette idée, parce que Gounod aujourd'hui, au contraire, me semble extrêmement facile d'accès. Oui. Par rapport à d'autres musiques. Mais notre oreille s'est habituée. Notre oreille s'est habituée, oui. Mais Gounod, notre oreille a appris. Gounod, c'est la mélodie française par excellence. Absolument. On peut reconnaître un Gounod les yeux fermés. Absolument. Sans la partition. Oui, oui. Mais d'ailleurs, quand vous écoutez Sappho, il y aura un air de Sappho joué au piano. C'est d'une telle beauté que on en a les larmes aux yeux. Vraiment. C'est assez extraordinaire. Vous le mettez à la bouche, parce que l'eau à la bouche, parce que je n'ai jamais entendu Sappho. Oui. Ah oui, mais oui, personne. Alors, personne ne connaît vraiment. Alors, parlons des intermèdes musicaux. Il y a donc Gluck, Orphée, Bizet, Extase, Berlioz, les Troyens. Donc Gounod, Sappho, Saint-Saëns, Samson et Dalila. Et Dalila. Et Dalila, Samson et Dalila. Et Glinka, Séparation. Oui. Ça, c'est pour faire un clin d'œil, effectivement, à Tourguenieff et à la Russie, parce qu'il fallait absolument avoir des compositeurs russes. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on termine avec Eugène Onegin, une adaptation d'Eugène Onegin, enfin un rassemblement de la partition d'Eugène Onegin, qui pour moi est importante parce que entre Tatiana, Olga et leurs partenaires, il y a effectivement ce problème de s'aimer les uns les autres et très souvent de mal finir. Voilà, c'est tout le problème de l'amour. Alors, chers amis de TV Liberté, donc nous vous invitons à ces soirées autour du piano. C'est au musée Jacques-Marandré, c'est 158 boulevard Haussmann, dans le 8e. C'est donc le 13 mars, à 19h. À 19h, dimanche. Surtout à 19h, parce que en entrant un petit peu avant, il y a champagne, petit four dans le grand salon et visite du musée. Et visite du musée, donc il faut arriver à 6h. Non, c'est 19h, parce que le spectacle commence environ 1 heure après. Ah d'accord, voilà. Très bien, 19h. Bon. Et donc, vous réservez 01 43 71
71, 60, 71. Je donne les prix quand même pour alors, les plus belles places, c'est 80 €. Première catégorie 60 et deuxième catégorie 45. Ce qui pour elle, la beauté du spectacle est magnifique. C'est un très joli, c'est un beau prix. Oui, alors que le prix ne rebute pas les téléspectateurs parce que 45 €, on est presque aussi bien placé que pour les autres places. C'est bien. Non, mais vous faites bien de le dire. C'est vrai, oui, vous absolument. Vous faites très bien de le dire. Oui, parce que c'est pas immense de toutes les façons. Non, c'est pas grand du tout, et donc vous êtes juste derrière vous êtes au 3e rang pour 45 €. Donc, mais vous avez eu le champagne, le musée, les petits fours et le récital et Tiepolo. Tiepolo en plus de ça. Merci beaucoup Anne Le Foll. Mon rêve, je vais vous le dire, parce que j'exprime toujours mes rêves, c'est que vous veniez à TV Liberté pour dire ces textes et qu'il y ait un piano dans ce studio et que nous ayons des soirées magnifiques. Je vous le dis. Avec plaisir. Prenez l'idée. Oui. Digérez-la. Oui, non mais c'est fait. Et je vais en parler à Philippe Millot. Voilà. Merci beaucoup Anne Le Foll. Merci à vous. D'être venue nous présenter cette histoire franco-russe. Puisque je sais que vous aimez beaucoup la Russie, ses écrivains et ses musiciens. C'est une passion. Merci beaucoup Anne Le Foll. Merci. Et à très vite pour un autre spectacle. Merci. Amis de TV Liberté, à très bientôt pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique patrimoniale, j'ai invité Alain Escada. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Je vous ai invité parce que il m'avait semblé que votre association, dont vous êtes le président, cette association Civitas, défendait le patrimoine, notre patrimoine, c'est-à-dire la chrétienté. Et donc j'ai pensé que vous deviez être défendu dans cette chronique, parce qu'on vous devait beaucoup. Je vous remercie. Je voudrais que vous nous présentiez, pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas encore, votre association Civitas. Alors Civitas est une organisation qui a pour vocation de défendre l'identité française et chrétienne, de défendre tout ce qui fait de façon civilisationnelle la grandeur de la France catholique d'autrefois, que nous voulons voir perdurer. Nous voulons que la France d'aujourd'hui, qui a besoin de se relever dans le marasme dans lequel elle est, puisse dans le passé tout ce qu'elle peut trouver pour se redresser, et que à travers la foi, à travers la défense du patrimoine, à travers le souvenir de la France des terroirs et des clochers, il y ait un réveil de la France profonde, du pays réel. Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir un réveil sans ce réveil de la France chrétienne ? Je pense que c'est illusoire. En réalité, si nous n'allons pas aux racines de la France, au baptême de Clovis, au rôle de France fille aînée de l'Église, nous passons à côté de la vocation particulière de la France, et nous restons dans ce cas, dans ce carcan républicain qui voue la France à un rôle secondaire dans un contexte mondialiste. Vous connaissez cette phrase, cette lettre de Bismarck à son ambassadeur: soutenez les républicains laïcs, soutenez la laïcité, une France catholique et monarchique sera beaucoup plus forte. Absolument. Et dans tous les contextes, on peut vraiment observer que ce soit par rapport à la défense de la patrie lorsque celle-ci est en danger, que ce soit par rapport à la déliquescence morale, à l'effondrement des valeurs, la loi Taubira n'en est qu'un exemple, que ce soit par rapport à ce mondialisme qui avance comme un rouleau compresseur, dans tous les cas, s'il n'y a pas cette substance particulière liée à la catholicité, eh bien la France républicaine, fût-elle patriote, n'est jamais que très faible face à l'adversaire. Et elle n'a que 2 siècles.
Absolument. Donc elle est toute jeune, toute frêle. Elle a encore toutes ses preuves à faire. Absolument. Preuves qui sont loin d'avoir été faites jusqu'à présent. Je crois que ce n'est pas en se basant sur le sang de la Révolution française que l'on se dresse comme un modèle. Alors, quelle est votre action? En quoi consistent les activités de Civitas? Alors, nous avons surtout été connus pour notre mobilisation contre les blasphèmes, contre les profanations dans le domaine de la culture. Je rappelle le Pisse-Christ à Avignon, exposé à Avignon, cette horreur d'un crucifix plongé dans l'urine d'un pseudo-artiste contemporain. Ensuite, ces spectacles qui ont déambulé en France, Golgotha Picnic sur le concept du visage du Fils de Dieu, et que nous avons systématiquement contesté à chacune de ces représentations, où que ce soit en France. Il faut rappeler que dans ce spectacle, que des enfants d'ailleurs envoyaient... Caillassaient le portrait du Christ, avec des grenades factices. Oui. Si on se remémore cela et qu'on le compare à la situation des chrétiens d'Orient, à la persécution que vivent les chrétiens en ce moment, on s'aperçoit à quel point cette pièce était bien une apologie de la violence contre le Christ, mais aussi contre les chrétiens. Avec le recul, on voit en effet Or, cette pièce de ce geste, bénéficiait de grands mécénats, notamment de celui de Pierre Berger. Et de subventions. Naturellement. De subventions étatiques. Naturellement. Et puis ensuite, évidemment, Civitas s'est fait connaître dans la contestation de la loi Taubira, du projet de loi Taubira, de la dénaturation du mariage et de la famille. Par la suite encore, dans la présentation de la perfidie de la théorie du genre enseignée dans les écoles. Donc nous avons systématiquement tenu à défendre non seulement la chrétienté, mais aussi la famille traditionnelle dans sa conception éternelle. Alors, vous vous êtes défendu, vous avez organisé des prières publiques. Absolument, y compris devant l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire des gens à genoux sur le macadam. Oui, tout à fait, faisant ce que faisaient leurs ancêtres autrefois, c'est-à-dire, je rappelle que lorsque la France n'oubliait pas sa vocation de France fille aînée de l'Église, eh bien, à chaque péril qu'elle rencontrait, ce sont de grandes processions qui s'organisaient pour appeler aux grâces de notre Seigneur, pour éviter les maux qui pourraient nous frapper. Eh bien, nous avions considéré que si nous n'avions pas à occulter la bataille législative, la bataille politique, il nous fallait que celle-ci soit associée à la bataille surnaturelle. Nous n'oublions pas les paroles de Sainte Jeanne d'Arc, en nom Dieu, les hommes bataillent et Dieu donne la victoire. Dieu donne la victoire, oui. Alors, agenouillement, prière publique, procession avec bannière. Tout à fait. Chemin de croix autour du Sénat. Chemin de croix autour du Sénat, oui. Alors ça exaspère les laïcards, parce que... à l'époque, cela a provoqué... Voir un crucifix, en réalité, voir une bannière avec le visage de la Vierge, ça les rend dingues. Ah oui, il y a l'effet de l'eau bénite sur Dracula. Oui, c'est... D'ailleurs, à l'époque, le fait de prier devant le Sénat au moment où celui-ci débattait de la loi Taubira a justifié des interventions de socialistes totalement horrifiés. C'était la pire des choses que l'on ait pu faire dans la contestation de la loi Taubira selon leur vision de la société. Oui, ils étaient absolument scandalisés. Alors que ça ne les avait pas gênés du tout de voir des milliers de musulmans prier dans la rue. Absolument, si la rue Mira est complètement bouchée par des musulmans priant alors qu'ils ont la place dans la mosquée qui est à quelques mètres de là, ça c'est du vivre ensemble. C'est ce qu'on nous dit, c'est que là on est dans l'intégration, dans l'accueil de l'autre, etc. Mais l'accueil de l'autre, selon le socialisme, passe par un reniement du christianisme, par un effacement complet de tout ce qui est le patrimoine catholique de notre société. Alors, en fait, vous voudriez qu'on vive ensemble avec les catholiques, si possible. Je pense que ceux-ci ont quand même une petite place qu'on peut leur concéder, me semble-t-il. Il me semble que
si la République laïque et maçonnique accorde une place aux bouddhistes, aux musulmans, aux juifs, aux adorateurs je ne sais quel, de Vishnu, voilà, il peut bien y avoir une petite place pour les catholiques et pas uniquement au fond des sacristies. Alors, il vous est arrivé, vous avez subi une grosse agression récemment, laquelle Alain Escada, de la part des pouvoirs publics. Alors, donc un contrôle fiscal nous est tombé dessus. Ce contrôle fiscal, donc dans un premier temps, s'est fait avec une volonté manifeste de trouver quelque chose, quoi que ce soit. De malhonnête que vous auriez fait. Absolument. Compte tenu, ce contrôle fiscal a quand même duré environ 2 mois et demi. Compte tenu qu'il n'y avait rien dans la façon de tenir notre comptabilité qui permettait une emprise de la part de la fameuse brigade financière. De Bercy. Rappelons que vous êtes une association loi 1901. Absolument, association loi 1901. Et donc c'était un contrôle fiscal émanant directement de Bercy, semble-t-il, à la demande du ministre lui-même. Et donc ce contrôle fiscal s'est terminé par, faute d'autre chose, un acharnement sur la définition d'organisme d'intérêt général. Et donc les contrôleurs fiscaux nous ont contesté le fait de pouvoir encore être organisme d'intérêt général. Pour cela, ils ont estimé que Civitas, dans le domaine de la formation, n'avait plus consacré cette formation comme objet essentiel du rôle de Civitas. Il faut savoir que pour être, selon la loi, reconnu comme organisme d'intérêt général, la formation est un élément essentiel. Or donc, Civitas a toujours fait de la formation, des conférences sur différents domaines, de philosophie politique, de droit, etc. En l'occurrence, les contrôleurs fiscaux ont considéré que depuis 2012, c'est-à-dire depuis le moment où nous nous sommes mobilisés contre la loi Taubira, Civitas a consacré la formation comme élément secondaire et est devenu avant tout militant. Et que, au nom de cette évaluation de ce qui est secondaire et de ce qui est essentiel dans l'objet de l'activité de Civitas, eh bien, il nous retirait toute possibilité de nous présenter comme organisme d'intérêt général, qu'il le faisait sur les 3 ans contrôlés, et qu'à partir de là, il nous redressait fiscalement sur base des reçus fiscaux établis aux donateurs durant les 3 années contrôlées. Et cela s'est donc traduit par un redressement fiscal de 55 000 €. Bercy nous réclame 55 000 € en même temps qu'il nous prive de la déductibilité fiscale. Alors, ils avaient commencé aussi à faire des pressions considérables sur tous les gens qui vous accueillaient pour ces séances de formation. Je me souviens d'être allé entendre Emmanuel Ratier, qui parlait de vérité journalistique et de désinformation. Et vous aviez dû faire cette manifestation dans la rue parce que les locaux que vous aviez réservés, loués, avait refusé au dernier moment, sous Tout à fait. Et d'ailleurs, le tribunal saisi en extrême urgence nous a donné raison en théorie, tout en autorisant le propriétaire de la salle à néanmoins nous refuser. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir un jugement qui vous donne raison, mais qui permet quand même de continuer la persécution dont vous êtes l'objet. Oui, on voit la rigueur de leurs esprits. Oui, absolument. Absolument. Alors, qui sont ces gens? Parce que vous avez subi en quelque sorte une pétition contre vous, une pétition qui depuis 3 ans réclamait cela. Voilà. Alors, qui sont ces personnages qui sont si adeptes du vivre ensemble avec tout le monde, mais pas avec les catholiques? Voilà, donc à l'origine, il y a en novembre 2012 une pétition qui est lancée par l'UFAL, l'Union des familles laïques. Alors, pouvez-vous nous présenter cette association que je dois dire je découvre avec horreur son côté forcené. Voilà, ce sont des forcenés. C'est très très volontiers que je vais vous présenter l'UFAL.
En réalité, ce sont des ayatollahs de la laïcité, mais c'est surtout une émanation du Grand Orient de France. Ouais. Ça contextualise immédiatement les personnages qui sont derrière cette association. C'est la franc-maçonnerie qui a imaginé une association familiale de façon à être active au sein de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Alors, je n'invente rien. Lorsque vous voyez les activités de l'UFAL, telles que vous pouvez les trouver sur le site de l'UFAL, vous voyez en permanence que leurs activités sont organisées ensemble avec le Grand Orient de France, que ce soit pour fêter le 110e anniversaire de la loi 1905, que ce soit dans la brochure de présentation de l'UFAL, il n'y a pas de doute, on est toujours en liaison avec le Grand Orient de France. Qui plus est, si vous faites un peu de recherche à propos des membres du conseil d'administration de l'UFAL, vous pouvez systématiquement retrouver les mêmes noms dans les membres du conseil de l'ordre du Grand Orient de France. Donc la collusion, elle est permanente. J'ajoute ensuite que cette pétition a été signé immédiatement par tout ce que notre pays compte de représentants de l'anti-France. Alors, ce sont les organismes du style Ni pute ni soumise, les associations antiracistes, surtout tous les lobbies LGBT que compte la France, les meneurs de la subversion tels que Caroline Fourest, Jean-Luc Romero, les députés de gauche, d'extrême gauche ont tous signé cette pétition. Et donc, on se retrouve évidemment face à une collusion... Et des communistes ? Les communistes, nous avons encore, oui, absolument. Nous avons le sens de la mémoire et le sens du patrimoine. Nous avons encore des communistes en France. Tous des garants de la démocratie, naturellement, ça va sans dire. C'est évident que le Goulag et Staline sont sans aucun doute des modèles de démocratie. Et d'intérêt général. Absolument. Ça ne nous a pas échappé. Or donc, effectivement, l'UFAL, elle, bénéficie bien de la reconnaissance d'organismes d'intérêt général. Alors qu'elle représente maintenant, à l'heure actuelle, c'est 2000 familles. C'est 2000 familles et c'est, selon ses propres chiffres, 30 conférences publiques sur l'année 2014. Cela signifie que c'est à peu près exactement le même nombre de conférences que données par Civitas ou de sessions de formation de Civitas. Donc on ne voit pas tellement en quoi l'UFAL est plus représentative que Civitas, à moins de considérer que la représentativité, l'intérêt général n'existe que pour ce qui est franc-maçon ou laïciste. C'est ça qui est frappant. C'est en l'occurrence que défendre la famille traditionnelle, ce n'est donc pas, selon l'État, d'intérêt général. D'ailleurs, c'est même pas la peine de dire traditionnel, c'est la famille. C'est la famille, papa, absolument. Maman et les absolument. enfants. Par contre, défendre la dénaturation de la famille, promouvoir le transgenre à l'école, ça, c'est possible. Vous avez des associations LGBT qui, non seulement bénéficient de la déductibilité fiscale, mais bénéficient aussi de subventions et d'une reconnaissance de statut éducateur pour pouvoir aller dans les écoles faire des conférences pour promouvoir leur inversion des normes. Est-ce que vous n'avez pas une impression d'injustice parfaite? Parce que tout de même, l'argent que l'État distribue pour ces associations dites d'intérêt général, c'est de l'argent en grande partie de catholiques. Absolument. Alors, on est dans le deux poids deux mesures. On emploie l'argent des catholiques pour subventionner des associations qui veulent buter du catholique. C'est tout de même un peu curieux. Il faudrait que les catholiques se réveillent. Alors, effectivement, c'est notre appel que les catholiques ouvrent les yeux. Je pense que Civitas a évidemment l'image la plus dure que l'on puisse trouver dans le monde catholique. Et que vous êtes bien caricaturé tout de même. Voilà. Et donc, oui. il va de soi que c'est plus facile de commencer par nous avant de s'en prendre ensuite à bien d'autres mouvements catholiques à travers la France. Bien sûr. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Après nous, d'autres suivront. Je pense que nous sommes dans un vrai duel orchestré par la franc-maçonnerie avec le soutien de tout ce qui est subversif et révolutionnaire en France. Je rappelle quand même que les organismes considérés comme d'intérêt généraux
cela relève d'une définition véritablement très élastique de la part du gouvernement français. À titre d'exemple, quand même, souvenons-nous que le montant du banquet du CRIF, 900 € le couvert quand même, ça c'est déductible d'impôt à titre d'œuvres d'organismes d'intérêt général. C'est évident, ça tombe sous le sens. Voilà. Ça tombe sous le sens. Et dernière question, Alain Escada, est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que vous faites confiance finalement à vos donateurs? Est-ce que vous ne pensez pas que le temps est venu maintenant de donner, j'ai envie de dire, sans espoir. Sans contrepartie. Sans contrepartie. Est-ce que nos cathédrales n'ont-elles pas été érigées sans qu'il y ait déduction d'impôts? Il faut dire que l'impôt n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Est-ce que les associations n'ont jamais fonctionné que par de l'argent donné complètement? Absolument, je pense qu'il faut inculquer à nos membres et sympathisants le véritable esprit militant. Mais je crois qu'ils l'ont, voilà, ils ont profité d'une capacité. Les premiers échos de nos communiqués ont démontré effectivement de façon très manifeste que nos membres et sympathisants se manifestaient comme volontiers prêts à perdre cet aspect déductibilité fiscale et à continuer à financer le mouvement. Si on veut se battre, il faut en prendre les moyens. Tout à fait, et le catholique a vocation de se battre. Je pense qu'il faut aussi le rappeler, le christianisme, la défense du christianisme, la défense de la catholicité, ça ne se fait pas dans le confort et la mollesse, ça ne se fait pas dans la tiédeur, ça se fait dans la bataille, à travers toute l'histoire du christianisme, c'est persécution sur persécution, et nous devons en permanence en être conscients. Merci beaucoup Alain Escada pour ce beau combat. Chers amis de Télévie Liberté, à très bientôt.